Bonjour, je m'appelle Pat Exotrix, j'ai 29 ans et je suis belge. Avant de découvrir le civisme, je m'intéressais déjà au milieu qu'on appelle la dissidence, en tout cas qu'on appelait la dissidence à l'époque. Euh, Chouard m'avait pas mal influencé, je ne connaissais rien en politique et toutes ces explications sur la Constitution m'ont pas mal initié, mais elles ne répondaient pas à toutes mes questions, notamment sur les actions à mener. L'exemple islandais nous a montré que modifier la Constitution, c'était pas non plus la panacée. Et donc je cherchais un moyen de faire bouger les choses politiquement, ou en tout cas de comprendre les choses. C'est comme ça que j'en suis venu à Francis Cousin. Pour lui, la source des mots actuels, c'est le fétichisme de la marchandise. C'est ce qu'il appelle en tout cas le fétichisme de la marchandise. Et sa critique était assez bonne. Je le suivais. Je regardais ses conférences, je lisais ses articles. Et au bout d'un certain temps, encore une fois, j'ai voulu chercher les actions à mener. Qu'est-ce qu'on fait maintenant après la critique? Parce que c'est bien de faire des critiques, mais s'il n'y a pas un plan, un but après, ben ça mène à rien. Et j'étais très déçu de Francis Cousin, parce que d'après lui, une fois que l'argent aurait disparu, en tout cas la valeur marchande et le fétichisme de la marchandise disparaît, euh, on revient dans un état qu'il appelle un état de jouissance immanente. Et ça me paraissait contradictoire avec l'évolution technologique et industrielle. Et c'est comme ça que par hasard, par un pur hasard, et j'en remercie encore aujourd'hui le Seigneur, je suis tombé sur les travaux de Philippe Landeux, qui lui-même faisait une critique de la valeur marchande, mais sous un autre angle. Pour lui, ce que Francis Cousin appelait le fétichisme de la marchandise, euh, Philippe Landeux le définissait comme la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Donc déjà, entre fétichisme et croyance, j'avais très vite fait le rapprochement, que c'était des concepts assez proches, mais la définition de Philippe Landeux était beaucoup plus précise, que c'est pas juste un fétichisme de la marchandise, c'est une véritable croyance. Et quelle croyance? La croyance donc que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger, qu'on a besoin de mettre un prix sur les choses, on a besoin de mettre une valeur sur les choses, alors qu'en fait, dans l'absolu, les choses n'ont pas de prix. Ça, c'est encore une des choses que Philippe Landeux m'a appris, c'est que dans l'absolu, les choses en réalité n'ont pas de prix, les prix ne sont qu'une somme de marge bénéficiaire arbitraire. Alors j'ai découvert le civisme par hasard. Comme je viens de le dire, je m'intéressais déjà aux questions de la notion de valeur marchande et du fétichisme de la marchandise. Et je suis tombé par hasard sur une vidéo de Philippe Landeux sur Meta TV à l'époque, qui faisait des lives. Et cette vidéo s'appelait Un monde sans argent. C'était le thème. Et j'ai dû la regarder 2 fois cette vidéo parce que la première fois j'ai pas saisi tous les concepts, toutes les notions. Il utilise des nouveaux mots, en tout cas des mots qui existent déjà mais dans un nouveau contexte. Et je dois admettre que cette théorie tient plus que la route. J'ai pour habitude de chercher toujours la petite bête, la faille dans les raisonnements. Et là, après 5 ans, je dois bien admettre que ce système est le plus cohérent euh, qui m'est arrivé de lire, tout simplement. Je suis obligé de l'admettre. Qu'est-ce que le civisme? Si je devais expliquer avec mes mots, de façon simple, j'utiliserais peut-être une analogie. De la même façon, euh, nous sommes passés d'un mode de production artisanale à un mode de production industrielle. Et dans chacun de ces modes, il y a des moyens différents en fait. Dans le mode de production artisanale, les moyens de production sont plutôt rudimentaires, avec des outils qu'on peut fabriquer assez facilement. Et dans le mode de production artisanale, les moyens sont beaucoup plus complexes. Et donc on voit qu'à chaque mode appartiennent des moyens en fait. Et une des grandes avancées, et pour moi une des grandes idées révolutionnaires du civisme, c'est que Philippe Landeux, il n'a pas inventé un nouveau moyen d'échange, mais il a inventé un nouveau mode d'échange. C'est-à-dire qu'on bascule dans une nouvelle logique. De la même façon que nous avons basculé d'une logique de mode de production artisanale à industrielle, son idée est un peu l'équivalente, mais au niveau du moyen d'échange, en fait, du mode d'échange. C'est-à-dire que actuellement nous avons un mode d'échange qui est basé sur la valeur marchande,
Et les moyens d'échange découlent de cette logique. C'est-à-dire que l'or, les billets, les objets ou même bientôt les monnaies virtuelles reposent toutes sur cette même logique de valeur marchande. Et donc inventer une nouvelle monnaie, ça n'a rien de révolutionnaire en fait, parce que tout ça ce sont des moyens d'échange qui existent déjà et qui font partie de cette logique monétaire, de ce mode monétaire, de ce mode d'échange monétaire. Et là, le grand pas en avant, c'est vraiment sortir totalement de cette logique monétaire et inventer une nouvelle façon d'échanger, à laquelle on n'avait encore jamais pensé auparavant, sans monnaie. Et de ce mode d'échange découle un nouveau moyen d'échange. Actuellement, nos droits sont conférés par la monnaie. On a le droit de manger, de s'habiller, de se déplacer, tous nos droits, en fait, passent par la monnaie. Or, un droit, normalement, c'est quelque chose qui est garanti par la société. Et dans le civisme, vos droits, justement, ne passent plus par la monnaie, mais passent par votre travail, en fait. On vérifie que vous travaillez, et à partir du moment où vous travaillez et que vous êtes intégré dans la société, vous êtes citoyen, et donc, grâce à ça, vous pouvez accéder au marché et disposer de vos droits. Donc c'est une logique totalement différente. Nos droits ne passent plus par la monnaie, mais passent par notre statut, en fait. En fait, c'est une logique de statut. Alors comment est-ce que j'ai eu le déclic pour le civisme? En fait, j'ai regardé la vidéo de Philippe Landeux sur Meta TV, mais j'ai dû la regarder 2 fois, parce que la première fois je n'avais pas compris. Et tout à la fin, il parle de carte civique. Et c'est à ce moment-là que tout s'est agencé dans ma tête, et j'ai compris que le système dont il parlait reposait sur cette technologie-là, en fait, de carte civique. Et tout à coup, alors toute sa théorie m'a semblé beaucoup plus cohérente, beaucoup plus belle. Et ce qui m'a convaincu, ce qui m'a surtout séduit dans le civisme, c'est que déjà, toutes les questions que je me suis posées, Philippe Landeux les avait déjà anticipées. J'ai pas trouvé de faille, ça c'est assez séduisant. Et puis c'est tellement harmonieux comme système, tout se tient, tout est cohérent. J'ai pas trouvé de grain de sable qui pourrait enrayer la mécanique. Et c'est ça, c'est la cohérence en fait, la cohérence de ce système qui m'a séduite, totalement. Alors j'ai adhéré au civisme parce qu'il répondait à beaucoup de questions que les autres théories ne répondaient pas en fait, hein. Francis Cousin faisait une très bonne critique, mais nous disait pas comment ça se passait avant le troc, comment les gens avant la notion de valeur marchande se débrouillaient, comment la société était organisée. Et Philippe Landeux a répondu à cette question. Comment les gens s'organisaient avant l'existence même de la monnaie, il y a des milliers d'années. Par exemple, Étienne Chouard, il nous parle de la Constitution, que si on change la Constitution, on va pouvoir contrôler nos maîtres et donc faire des lois cohérentes et faire un système plus cohérent. Mais dans la pratique, ça marchait pas. Modifier la Constitution, ça marche pas parce que tant qu'on n'a pas le pouvoir économique, on n'a pas le pouvoir politique. Le pouvoir économique surplante le pouvoir politique. Et pourquoi? Parce que l'argent, c'est du droit. Et si vous avez l'argent, vous avez tous les droits. Et par définition, la démocratie, c'est l'égalité en devoir et en droit. Donc on ne peut pas avoir un système démocratique dans un système monétaire qui, par définition, rend les droits inégaux, parce qu'il y en a certains qui en ont plus que d'autres. Donc vouloir modifier la Constitution sans modifier le système économique, ça aussi c'était une grande incohérence à laquelle le civisme a totalement répondu, parce que le civisme a d'abord une approche économique, et après seulement des concepts politiques qui en découlent. Alors toutes les autres théories comme Venus Project, c'est bien sympa 5 minutes, mais une fois qu'on veut vraiment faire quelque chose, et pas juste regarder une vidéo, mais qu'on veut vraiment s'investir, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lacunes, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau politique, que tout va se faire par magie, notamment l'échelle à laquelle ils veulent faire la révolution. Par exemple dans le Venus Project, ils veulent faire la révolution à l'échelle mondiale. Pour moi ça me paraît incohérent, parce que si on n'arrive pas déjà à faire la révolution dans un pays, ça ne sert à rien de viser l'échelle globale. Il faudrait déjà donner l'exemple, qu'un pays donne l'exemple à l'échelle nationale en se débarrassant de l'argent et en créant un autre système. Et ensuite, peut-être que les autres pays s'en inspireront, d'accord. Mais vouloir faire la révolution d'un coup,
sur la planète, que tout le monde la fasse en même temps alors qu'on arrive. Enfin, pour moi, ça c'était une des incohérences du Venus Project, de Peter the Joseph et Jacques Fresco, il me semble. Et une autre incohérence, c'est qu'il ne proposait rien d'autre à la place de l'argent. Parce que beaucoup de théories aimeraient supprimer l'argent, mais ne donnent pas un moyen d'échange, ne le substituent pas par un nouveau moyen d'échange qui serait plus juste et plus égalitaire que l'argent. On supprime l'argent et puis on verra bien et tout se passera comme ça sans argent. Ouais, mais d'accord, mais comment je fais pour aller faire mes courses? Et comment font les gens pour aller travailler? Ça, il n'y a pas de réponse à ça. Donc le civisme était beaucoup plus cohérent non seulement à l'échelle de la Révolution, mais aussi en proposant un nouveau mode et moyen d'échange. Et, et voilà, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et tout ça, ça m'a séduit et ça répondait à toutes les questions que les autres théories n'ont pas pu répondre auparavant. Alors pourquoi, d'après moi, le civisme est supérieur aux autres théories? Pour de multiples raisons. Par exemple, la façon dont la pollution est traitée. Le problème de la pollution sera réglé quasi tout de suite. Vu que les entreprises ont l'accès libre au marché, peuvent acheter ce qu'elles veulent, elles peuvent acheter les meilleures machines, les moins polluantes, celles qui consomment le moins d'électricité, elles peuvent acheter les meilleurs filtres, les meilleures technologies à chaque fois, les meilleures technologies non polluantes, parce que les technologies non polluantes, on les a. Ce qui nous empêche d'y accéder, encore une fois, c'est l'argent, c'est la monnaie. Donc, pour moi, le civisme est supérieur presque dans tous les domaines, mais là, je vous donne un exemple, c'est la pollution, l'écologie, par exemple le plein emploi aussi. Comme la demande est supérieure à l'offre, et pourquoi la demande est supérieure à l'offre dans le civisme? Parce que si vous avez une carte qui vous donne accès à tout, que vous pouvez aller au restaurant, vous acheter une nouvelle voiture, aller au cinéma autant de fois que vous voulez, consommer ce que vous voulez, il faut bien que des gens produisent tout ça. Et donc les entreprises tourneront à fond. Et donc le plein emploi sera automatique. Si la demande est supérieure à l'offre, si on demande toujours plus que ce que le système peut fournir, bah, c'est mathématique. On est en plein emploi. Il n'y a pas de chômeurs. Et en plus, c'est la condition première pour avoir la carte civique, c'est qu'on est obligé de travailler, on est obligé de participer à la vie de la cité. Alors participer à la vie de la cité, ou travailler, on peut le redéfinir. Hein. Par exemple, une femme au foyer qui s'occupe de ses enfants, on peut lui donner une carte civique, parce que si elle ne s'occupe pas elle de ses enfants et qu'on les met dans une crèche et que quelqu'un d'autre doit faire ce travail, on devra quand même le payer ou lui donner une carte civique. Donc autant la donner tout de suite à la mère, donc à la maman. Donc on peut redéfinir ce que c'est le travail, la participation, tous les, toutes les activités de bénévolat, dans le civisme, elles seront prises en compte. Ce sera pas, le bénévolat n'existera plus dans le civisme. Tant que vous participez à la cité vous récompensera entre guillemets, ou en tout cas vous accordera les droits qui en découlent. Au niveau de la retraite, le civisme règle le problème des retraites en 5 minutes. Vous êtes à la retraite, vous avez travaillé 30, 40 ans, ça sera à définir selon la loi, mais votre carte civique reste active. Vous avez les mêmes droits que quand vous étiez au travail. Vous ne perdez rien. C'est pas comme aujourd'hui où on vous donne 500 balles pour survivre, alors que normalement, un citoyen ne devrait pas. Son droit n'est pas de recevoir la charité. Le droit des citoyens, c'est de pouvoir accéder au marché librement pour pouvoir se loger, se vêtir, se déplacer, et les droits les plus élémentaires, que ces droits soient garantis par la société et pas par l'argent. Donc le civisme règle le problème des retraites, le problème de la pollution, le problème du plein emploi, le problème du chômage. Et je peux même pas vous faire la liste ici entièrement. Pour moi, le civisme est la théorie que j'ai toujours attendue en fait. Au début, j'ai cru que c'était trop beau pour être vrai, mais avec le temps, je dois bien admettre que c'est une théorie extrêmement cohérente, très belle, unifiée, et j'ai pas trouvé de faille jusqu'à présent. Par exemple, ce qui m'a semblé cohérent, c'est la compétition des entreprises. C'est-à-dire que c'est du libéralisme, mais sans capitalisme. Les entreprises sont toujours en concurrence entre elles. Pourquoi? Parce que le citoyen, si demain on peut acheter ce qu'on veut au supermarché parce qu'on a une carte, la carte civique, qui vérifie qu'on travaille, et une fois qu'on travaille, on peut se servir en accès libre, en théorie, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir choisir les meilleurs objets.
Et donc, si on choisit les meilleurs objets, ben, moi forcément, je vais prendre des légumes bio au lieu d'acheter des légumes Monsanto. Je vais prendre des poulets élevés en plein air et pas des poulets élevés dans des cages. Et donc, celui qui produit des objets de mauvaise qualité, ben, en fait, il perd sa carte civique. Parce que c'est comme s'il avait rien fait. Euh, la première condition pour avoir la carte civique, c'est de travailler. Mais si vous travaillez et que personne n'achète vos produits, ben, c'est comme si vous avez rien fait en fait. Et donc, ça force la compétition des entreprises entre elles. Ça les force toujours à créer des meilleurs objets. Et donc, on garde tout le côté libéral, tout l'aspect positif de la compétition, mais sans avoir le côté négatif, ce qui est la capitalisation en fait, qui est qu'une petite minorité d'individus arrive à s'accaparer tous les bénéfices et toute la plus-value qui est générée par les entreprises. Là, c'est plus possible parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, s'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus de monnaie, mais qu'il y a la carte civique à la place, plus personne ne peut s'accaparer toute cette monnaie qui représente du droit au final. Hein. Parce que, vu que les capitalistes arrivent à s'accaparer beaucoup de monnaie, ils s'accaparent aussi tous les droits. Ce qui fait que les autres ont moins de droits. Donc vous voyez, tout se tient en fait. Une fois qu'on a compris la logique, une fois qu'on arrive à réfléchir sans argent, bah, en fait tous les problèmes sont assez faciles à résoudre en fait. Hein. En fait, on est prisonnier d'une croyance, mais une fois qu'on sort de cette croyance, tout devient plus limpide, forcément. Alors, pour ceux qui pensent que tout ça c'est trop beau pour être vrai, eh bien simplement, je vous conseille de découvrir la théorie. Et moi, personnellement, toutes les questions que je me suis posées et qui me sont venues à l'esprit en découvrant le système, j'ai été étonné parce que Philippe Landeux a vraiment bien anticipé tous ces questionnements, parce qu'en fait, ça fait 20 ans qu'il réfléchit à tout ça. Il a 20 ans d'avance sur nous, donc moi, quand j'ai découvert tout ça, évidemment, toutes ces questions, il se les est déjà posées. Et en fait, des questions, il n'y en a pas non plus des milliers. Il y en a peut-être une cinquantaine ou une centaine, mais c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et, et pour les sceptiques, ben, regardez. Et je sais en plus que Philippe met ses livres gratuitement sur son blog et sur son site internet. Donc si vous cherchez bien, en fait, si vous êtes vraiment curieux et que vous vous posez vraiment les questions, vous allez trouver les réponses. Tout est mis à disposition. Même si vous n'avez pas un bal et que vous êtes pauvre, vous pouvez trouver les PDF gratuitement. Et dedans, vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. Vous faites CTRL F, recherche, et vous tapez vos mots-clés, et vous allez tomber sur les chapitres qui répondront à vos questions. Notamment la question des échanges internationaux, parce que ça c'est une des questions qui revient souvent, c'est comment faire pour échanger entre les pays si on a un pays sans argent. Eh ben, cette question-là, par exemple, est répondue assez facilement dans ces ouvrages, et je vous invite donc à les découvrir. Je pense que tous les gens qui s'intéressent à l'informatique, au monde de l'open source, des logiciels libres, du savoir transmis librement, euh, de tous les gens qui s'intéressent aux nouveaux paradigmes, à des nouvelles idées, je pense que tous ces gens-là seront très intéressés par le civisme parce que il y a un très grand côté social, mais tout ce côté social repose euh, sur des technologies concrètes et il y a un très gros travail à faire au niveau informatique, je pense. Il y a beaucoup de choses à construire, beaucoup de nouvelles choses à créer dans ce domaine qui n'ont pas encore été créées avant. Et donc je pense que tous les geeks de la planète seraient intéressés par le fonctionnement de ce système. Aujourd'hui, je, je vis pour le civisme parce que toutes les autres théories me semblent tellement infantiles, tellement obsolètes, tellement anachroniques, que je ne trouve pas de sens dans d'autres théories en fait. Je préfère, je préfère consacrer mon temps à ça, même si on n'est pas encore des milliers, euh, même si on n'est pas beaucoup, j'éprouve plus de plaisir à, à réfléchir à ça et à faire partie de ce mouvement-là, parce que je sais qu'il est juste et en comparaison des autres, en fait les autres me donnent même pas envie quoi. Ne donnent pas.
me donne pas envie de me plonger dedans, de me sacrifier et de consacrer une partie de ma vie à ça. Et c'est pour ça que je ne vois que le civisme en fait. Peu importe les vents et les marées, peu importe ce qui peut nous arriver, pour moi il n'y a plus que ça à faire. Il n'y a plus que le civisme à faire. On doit s'attaquer à l'argent et tout le reste sont des combats vains ou des combats contre-révolutionnaires.